Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors, on sait que 2021 tire à sa fin, alors c'est pour cette raison que mes deux invités de cette semaine, ce sera nos deux députés. Alors, premièrement, Luc Berthold, qui est député de Mégantic-l'Érable, et Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et de l'Érable. Alors, nous allons faire ensemble une rétrospective 2021, mais aussi, c'est certain qu'on va parler un peu beaucoup passionnément des bonnes résolutions pour 2022. Bon visionnement. Tout le monde reconnaît que le gouvernement a été lent à agir au début de la pandémie. Lent avec les frontières, lent avec les vaccins. Encore aujourd'hui, personne ne semble savoir qui va faire passer les tests à l'arrivée aux aéroports. Mercredi, le ministre de la Santé a dit, et je le cite, « C'est sûr que ça va prendre du temps à mettre en place. Ça va prendre du temps. » Vraiment, 20 mois plus tard, ils n'ont rien appris encore, Madame la Présidente. Les libéraux ne comprennent pas que le temps, c'est ce qui compte le plus pour prévenir une cinquième vague. Pourquoi les libéraux sont-ils si lents à agir, Madame la Présidente? Alors, Luc Berthold, notre député donc de Mégantic-l'Érable. Bonjour, Luc. Bonjour, Lydia. Alors, quand on vous entend comme ça, on voit que vous êtes toujours aussi passionné que depuis le début que vous êtes rentré en politique. Vous voulez débattre des dossiers et vous désirez hâtivement aussi que les dossiers se règlent, hein? Oui, bien, c'est un peu pour ça qu'on fait de la politique, hein. C'est pour aider les gens de notre région, pour aider les entreprises qui ont de la difficulté avec la main-d'œuvre, exemple, pour aider des gens qui n'ont pas reçu un chèque d'aide qu'ils devraient avoir reçu, pour aider les aînés. Bref, on a beaucoup de demandes à répondre. Puis quand tu travailles dans un parti qui est dans l'opposition, ben, ton chef te confie un mandat. Aller jusqu'à la dernière élection, j'étais le porte-parole de l'opposition en matière de Conseil du Trésor, donc je voyais à surveiller les dépenses du gouvernement. Et Dieu sait, vous comme moi aussi, qu'il y en a eu beaucoup des dépenses de ce gouvernement-là au cours de la dernière année, en pleine pandémie. Et maintenant, avec le retour après l'élection du 44e Parlement, j'ai le plaisir de m'occuper du dossier de la santé, qui est un dossier assez important après une pandémie qui n'est pas encore terminée, avec beaucoup d'inquiétudes, des gens qui s'inquiètent. Est-ce qu'on va avoir encore des confinements? Qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir du virus? Est-ce que le Canada va être prêt à faire face à une cinquième vague? Donc, ça fait beaucoup de questions. Et effectivement, la passion est toujours là de poser les bonnes questions au gouvernement pour tenter de faire avancer les dossiers, de faire mon travail à la fois de politicien, mais aussi de défenseur des citoyens et citoyennes de Mégantic-l'Érable. Dans le fond, ce que j'ai fait pendant la période la pire de la pandémie, c'est que j'ai tenté d'expliquer puis de résumer aux gens c'était quoi toutes les annonces gouvernementales qui étaient faites jour après jour, parce qu'on n'en finissait plus d'avoir des changements, des nouvelles règles, des règles qui s'appliquaient pour la PCU, la PCRE, puis après ça, il y a eu l'assurance-emploi, puis il y a eu les confinements. Bref, mon rôle avec mon équipe, qui l'a fait très bien aussi avec moi, c'était de répondre aux questions des gens. Puis quand on a vu qu'à chaque fois que le premier ministre, M. Trudeau, prenait la parole, ça suscitait plus de questions que ça engendrait de réponses, bien, on a essayé de devenir un peu l'intermédiaire. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai fait des Facebook Live régulièrement durant l'année, à chaque fois qu'il y avait des annonces, pour expliquer aux gens, ben voici, le premier ministre a dit ça, par la suite, les fonctionnaires ont dit ça, puis ce qu'on retrouve sur le site Internet, c'est ça. Donc, à vous, que maintenant que vous avez toute l'information, vous allez être en mesure de prendre une meilleure décision dans votre cas avec ces informations-là, parce qu'il y avait souvent un décalage entre ce que le premier ministre disait, puis l'application de ces mesures-là sur le terrain, puis c'est pour ça que les gens ne se retrouvaient plus. Donc, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de rendre ça plus simple, moins compliqué, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les médias traditionnels qu'on pouvait avoir ces réponses-là. Et les gens ont répondu en écoutant les Facebook Live, en étant présents, en posant des questions. Et surtout, à chaque fois, je disais aux gens, ben, si vous avez d'autres questions, appelez à mon bureau. Et là, mon équipe, Isabelle, Hélène puis Jessica ont fait un travail extraordinaire parce que les gens nous ont écoutés, ils ont appelé au bureau, on a été débordés d'appels, mais ça nous a fait vraiment plaisir. On avait un rôle vraiment important à jouer pendant la pandémie. Puis bravo à mon équipe. On l'a joué du mieux qu'on était capable avec les informations qu'on avait, parce qu'il faut que les gens sachent
qu'on n'avait pas une petite feuille avec toutes les réponses, là. Il fallait faire comme les gens, là, écouter les points de presse, aller lire les communiqués de presse, puis après ça, essayer de trouver l'information, puis après ça, résumer ça aux gens. C'est comme ça que ça a Oui. fonctionné. Maintenant, pour un député, là, le fait d'être, bon, quand on est au pouvoir, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est quoi notre manière de penser? Parce qu'il y a quand même un contraste aussi, hein? Ben, moi, je pense que il y a deux façons de le voir. Il y a le travail de député à tous les jours qu'on fait pour faire avancer des dossiers particuliers. Ça, que l'on soit au pouvoir, que l'on soit dans l'opposition, ce travail-là, c'est le député qui décide de quelle manière il va le faire avec son équipe. Donc, il y a des bons députés qui vont travailler des dossiers de circonscription, qui vont les faire avancer. Il y en a d'autres qui vont mettre ça de côté pour se préoccuper plus des dossiers nationaux. Moi, c'est pas mon but. Je me suis lancé en politique pour aider les gens chez nous. Puis c'est ce qu'on fait avec mon équipe. La priorité, c'est toujours de faire avancer les dossiers de comté. D'un autre côté, il y a des gros dossiers qu'on veut faire avancer. Puis quand tu es dans l'opposition, la chance que tu as, c'est de prendre la parole souvent à la période de questions, particulièrement dans mon cas, parce que j'ai eu des postes qui me permettaient de poser beaucoup de questions au gouvernement, ce qui fait en sorte que j'ai une voix pour faire entendre celle des citoyens de Mégantic-L'Érable à la Chambre des communes pour faire avancer ces dossiers-là. Il y a des ministres qui n'aiment pas ça, se faire poser des questions sur des dossiers qui n'avancent pas ou sur des courriels qui n'ont pas répondu ou tout ça. Puis ils savent que le député de Mégantic-L'Érable, il peut poser une question à un moment donné sur ça. Donc, ça fait avancer les dossiers automatiquement, autant que si j'étais du côté du gouvernement. Bon, ben, donne-nous quand même deux exemples. Un exemple de dossier simple, mais un autre qui fait partie des grands dossiers, là. Deux C'est exemples. ben, c'est difficile à dire parce que chaque dossier est unique, mais je peux parler, exemple, des dossiers d'immigration. On a des entreprises qui avaient des difficultés, des délais pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires parce que les travailleurs avaient soit mal rempli une petite case dans un formulaire, puis bon, mais malheureusement, la première analyse du dossier des fonctionnaires disait non, non, on ne peut pas l'accepter, il a mal rempli, il faut qu'il recommence à partir du début. Il n'y avait rien qui me faisait, qui me choquait plus que d'entendre des réponses comme celle-là, parce qu'on sait qu'il y avait juste une erreur, puis que c'est une erreur faite de bonne foi par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste pour remplir des formulaires. Donc, à ce moment-là, on écrit au ministre, on lui parle, puis on lui dit, écoute, peux-tu faire quelque chose pour cette personne-là pour faire en sorte qu'elle puisse justement avoir une solution à son problème? Bon, des fois, ça se règle là. C'est bien. Quand ça se règle là, on est content, on a une réponse, donc on a aidé. Dans d'autres cas, le ministre dit ah, mais c'est de même pour tout le monde, on ne peut pas rien faire, malheureusement. C'est les décisions des fonctionnaires, on ne peut pas revenir contre ça. Et c'est là que la période de questions puis le travail avec mes collègues commence. C'est que là, on va amener le sujet à la période de questions à la Chambre des communes. Et là, on va demander, Monsieur le ministre, il y a eu tant de personnes, pas juste dans le comté de Mégantic-L'Érable, mais partout au pays, qui ont eu des problèmes de tel type. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler ça? Et souvent, comme par magie, pas longtemps après, effectivement, on a des solutions à ça parce qu'on a amené le dossier sur la place publique pour faire pression sur le gouvernement pour le régler. C'est un peu le genre de dossier que je peux donner en exemple là, du travail d'un député dans l'opposition actuellement. Et ça, c'est un avantage qu'on a parce qu'un député au pouvoir, un backbencher, comme on les appelle, les députés d'arrière-ban qui ne sont pas ministres, ont beaucoup de difficultés à mettre de la pression eux-mêmes sur leur propre gouvernement parce que c'est des gens du même côté, donc c'est du même parti, donc ils ne veulent pas les mettre dans l'embarras. Nous, on n'a pas cette limitation-là. Là. Autrement dit, je dis souvent en blague aux gens, vous savez, la beauté quand tu es un député de l'opposition, c'est quand les gens viennent chialer à ton bureau contre le gouvernement, tu peux t'asseoir puis chialer avec eux autres. Parce que c'est un peu notre rôle. Puis mais dans le fond, on chiale, mais en même temps, on essaie de trouver des solutions. Puis c'est la beauté du travail qu'on fait à Ottawa. Donc, les dossiers de 2021 qu'on peut mettre une coche dans le fameux petit carré, ce serait quels dossiers, ceux qui vous ont vraiment J'aimerais, satisfait, oui. j'aimerais dire qu'il y a des dossiers comme ça qui ont été satisfaits, mais malheureusement, l'année 2021 a été une année vraiment différente. Hein. Ça a été l'année de la pandémie. Ça a été l'année où on a vu de plus en plus de cas de féminicide au Québec puis au Canada. C'est un dossier qui est venu me chercher beaucoup pendant la pandémie.
parce qu'on avait le temps de les regarder, parce qu'on avait le temps de s'y arrêter, parce que la société s'est comme mis sur pause, puis on a pris le temps de réaliser ça. J'ai décidé d'en faire un enjeu majeur aussi dans le reste de ma carrière politique, de toujours prendre la parole à chaque occasion que j'ai pour promouvoir la défense des femmes, pour parler contre contre les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et ça, je l'ai encore fait à ma dernière intervention à la Chambre, le 6 décembre, lors de la journée de commémoration de la tuerie de la Polytechnique, où il y avait 14 jeunes femmes qui étaient décédées. Donc ça, c'est pour moi, le fait de prendre la parole, c'est un accomplissement. Le fait d'avoir accompagné les gens pendant la pandémie, pour moi, ça, c'est un accomplissement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je pense notamment pour les producteurs de lait, les producteurs sous gestion de l'offre. Le gouvernement avait promis de verser des compensations pour l'accord signé avec les États-Unis puis le Mexique. Puis on attend toujours entendre un petit bruit, quelque chose, mais on n'entend absolument rien de la part du gouvernement. Du côté, exemple, de la ville de Thetford Mines, les gouvernements ont profité des taxes, des impôts des citoyens puis des entreprises minières pendant des années avec l'exploitation de l'amiante. Maintenant que c'est interdit, ils nous ont laissé les tops, les trous, puis les installations en train de rouiller, puis ils nous ont dit arrangez-vous avec ça. Donc, on demande au gouvernement d'agir. On demande au nouveau ministre de l'Environnement de faire sa part parce que c'est un ancien activiste qui a fait beaucoup, beaucoup de promotions anti-amiante pendant sa carrière. Donc, lui, on lui demande maintenant, c'est le temps de corriger la situation. Puis à Lac-Mégantic, après toutes ces années depuis la tragédie, la voie de contournement n'est toujours pas commencée. Sa construction est toujours en attente. Les propriétaires où la voie va passer attendent toujours des nouvelles pour signer des ententes pour céder leur terrain. Donc ça, c'est les dossiers qui, malheureusement, peut-être à cause de la pandémie, peut-être à cause d'autres raisons, n'ont pas avancé à mon goût. C'est des dossiers qui sont sur la table pour les prochaines semaines puis les prochains mois. Et pour l'érable? Ben, l'érable, c'est des producteurs de lait. Il y a beaucoup, beaucoup de producteurs de lait dans l'érable qui attendent ces nouvelles-là. La pénurie de main-d'œuvre est un dossier qui est dans toutes les municipalités de l'ensemble du comté de Mégantic-l'Érable. J'ai des dossiers de pénurie de main-d'œuvre dans l'Érable, à Plessisville, à Princeville. J'en ai à Saint-Ferdinand. Je peux presque nommer toutes les municipalités de la MRC de l'Érable. Et ça, c'est un autre dossier qui nous préoccupe beaucoup. On s'en occupe, tous les députés du Québec, tous les députés conservateurs du Québec. On travaille ensemble pour tenter de trouver une solution. Parce que malheureusement, c'est un problème qui ne touche pas juste notre comté, mais ça touche toutes les régions rurales du Québec. Donc, pour moi, c'est un dossier qui est très, très, très important. Si on veut se développer, si on veut que nos entreprises prospèrent en région, il faut que le gouvernement pense aussi aux régions, pas juste aux grandes villes quand vient le temps de, exemple, penser à l'immigration ou aux solutions. Voilà. Donc, en guise de conclusion, on sait que c'est quand même le temps des fêtes, mais vos priorités pour 2022, rapidement, là, ce serait quoi, là? Écoutez, ça va être tout d'abord de m'approprier convenablement du dossier de la santé de tous les Canadiens. C'est un gros dossier, une grosse tâche que m'a confiée M. Elan O'Toole. Je suis très, très, très content de l'avoir, mais c'est une grande tâche. Dans la région, encore une fois, contrer la violence faite aux femmes, la pénurie de main-d'œuvre, c'est les dossiers qui sont vraiment des enjeux prioritaires pour nous. Merci beaucoup, Luc Berthold, et je vous souhaite un très beau temps des fêtes, des vœux aussi avec vos concitoyens. Bien, tout à fait. Écoutez, je pense que je souhaite que les gens puissent profiter de cette période des fêtes. On espère que les mesures sanitaires vont nous permettre de nous voir en famille, enfin, nous réunir sans trop de contraintes. C'est important de respecter les mesures, mais en même temps, c'est important qu'on puisse avoir ces contacts-là. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite la santé pour 2022, puis je nous souhaite aussi une société plus en santé pour 2022. Il faut toujours avoir en tête, on n'a peut-être pas conscience, mais les demandes d'aide dans les banques alimentaires sont en augmentation. On parle d'une augmentation de 15 à 20 %. Donc, si vous avez le temps de faire un petit geste, quel qu'il soit, pour les gens qui en ont vraiment besoin cette année, cette solidarité-là est d'autant plus importante avec ce qu'on vient de traverser. Je vous encourage fortement à le faire. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des joyeuses fêtes et une bonne année 2022. Éric Lefebvre, bonjour. Bonjour Lydia. Vu que ça fait longtemps qu'on se connaît, je pense qu'on y va avec le tutoiement. Absolument. On parle de plusieurs dizaines d'années déjà, Lydia. Plusieurs dizaines d'années, nos cheveux gris le prouvent aussi. Hein? Alors, Éric, j'aimerais ça qu'on revienne, parce qu'on pensait qu'en 2021, on allait réussir à oublier un peu la pandémie, ce qui n'a pas été fait, n'a pas été non plus réalisé. Ouais. C'est quoi la différence avec 2020?
2020, ce qu'on a vécu en 2021? Bien, c'est sûr que l'arrivée du nouveau variant nous a joué un tour. Faut être honnête, là. On croyait tous et toutes là, pouvoir s'en sortir là, au cours de l'année 2021. Mais l'arrivée du variant Delta est venue ajouter là, de la complication, dans le fond, là. Mais je dois te dire que je suis très, très fier de tous les Québécois et Québécoises là, par rapport à la vaccination, parce que c'est le seul moyen de se sortir de cette pandémie-là, c'est d'avoir un taux de vaccination qui est élevé. Et on y a été de façon progressive et maintenant, là, on est dans la dernière partie où est-ce qu'on vaccine les enfants de 5 à 11 ans. On le sait, là, présentement, ce sont les enfants qui sont un des vecteurs qui transmettent le plus, là, présentement, le virus. Alors, mais les enfants répondent bien et sont fiers d'aller se faire vacciner pour eux aussi là, aider à combattre le variant. Oui, puis on sait que les petits-enfants veulent voir aussi leurs grands-parents. Bien, absolument. Puis ils veulent pas non plus donner la COVID au Père Noël. Non, faudrait pas. Faudrait pas. Alors ça, il y a des enfants qui me l'ont dit. Une des raisons pour lesquelles ils se font vacciner, c'est pour pas donner le COVID au Père Noël. Mais je trouve que c'est une très bonne raison. C'est une très bonne raison parce qu'on veut le revoir l'année prochaine. Ben oui. Ah, les cadeaux, ce que ça peut faire. Donc, Éric, on va, dans ce cas-là, même au niveau... dans la population, on a entendu plus parler à cause de l'isolement, que les gens étaient un peu dépressifs et puis il faut trouver l'énergie pour continuer aussi. C'est un message. Là. Absolument. Puis, tu sais, quand les gens m'écrivent, me disent « Éric, là, je suis plus capable de... » je leur dis « Écoute, on a tous hâte de passer à d'autres choses, mais tu sais, je le répète, la seule façon de s'en sortir, c'était la vaccination, mais je suis tellement conscient que ça a eu des répercussions importantes sur nos citoyens et citoyennes. Comme tu l'as dit, là, l'isolement, ça a été difficile pour plusieurs. Puis il faut pas se faire de cachette, là, il y a des séquelles qui restent de ça, de cet isolement-là que les gens ont vécu. Mais il y a des services d'aide qui sont en place. On a nos organismes communautaires, j'en profite pour les remercier, qui ont fait un travail colossal durant la pandémie pour supporter nos gens. Oui, et au niveau économique aussi, tu sais, je pense, les gens d'affaires, là, on l'a pas eu facile là, en 2021. Non, absolument. Il y a eu des industries qui ont été plus impactées, d'autres qui en ont profité, qui ont eu des opportunités d'affaires quand même de ce côté-là. Pour le gel pour les mains, exemple, ça exactement. C'était la manne. Les gens qui vendaient du plexiglas, là, je peux vous dire qu'ils ont fait des affaires d'or, mais il y a eu des commerces, les restaurateurs, par exemple, que je pense, où que ça a été beaucoup plus difficile. Les bars? Les bars, naturellement, bars, restaurants. Commerce de détail également, là, qui a pas été facile. Alors, il y a eu plusieurs mesures d'aide là, qui ont été mises en place par notre gouvernement, par le biais de nos corporations de développement économique, où est-ce qu'on a supporté nos différentes entreprises de la région. En tout cas, l'épicerie coûte cher ces temps-ci, là. Oui, il y a de l'impact aussi. Là. Oui, absolument. Puis c'est pour une de ces raisons-là, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Oui. Mais du côté de la mise à jour économique que mon collègue Éric Girard a fait la semaine dernière, il y a des montants qui vont être redonnés là, aux Québécois, justement, pour compenser un peu là, l'augmentation des coûts, là, par exemple, des épiceries. Voilà. Alors maintenant, allons-y avec la plus récente nouvelle que vous avez annoncée, que tu as annoncée. Oui. C'est pour la voirie locale. Là, je pense que ça fait des heureux. Là. Bien, absolument. Une des façons là, d'aider au développement économique et à la relance économique du Québec, on est un donneur d'ouvrages important, le gouvernement du Québec. Et pour nous, on a investi des sommes d'argent importantes, par exemple, dans le programme de la voirie locale. Et si on parle d'Arthabasca-l'Érable, ici, on parle d'au-delà de 11 millions de dollars. Et sur le 11 millions, là, il y a 9 millions de dollars juste pour la région de l'Érable. Alors, ce sont des sommes d'argent importantes là, que je pense à Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, Inverness, Princeville, Plessisville, Sainte-Sophie d'Halifax. Ce sont tous des municipalités qui ont obtenu des montants d'argent
important pour leur réseau routier. Bon, vu qu'on parle de montant d'argent, d'investissement, allons-y pour le développement. Si on prend Arthabasca, mais aussi l'érable, là, du côté de l'érable, là, oui. Le développement, vous le voyez où, là? Où est-ce qu'on s'en va, là? Bien, le développement se fait de façon importante présentement. On voit le développement économique, quand même, le développement résidentiel, un des grands défis qu'on a présentement à la grandeur du Québec, mais qu'on vit particulièrement ici dans l'érable, c'est les logements. Nos entreprises manufacturières, et je vous le dis principalement ici dans l'érable, présentement ont des développements importants. Oui, bien, le parc industriel qui ne cesse pas d'agrandir. Est en pleine explosion du côté de l'érable, mais ça amène un défi, de la main-d'œuvre. Oui. Et celui du logement pour justement loger nos nouveaux employés. Oui, même nos immigrants. Hein? Nos immigrants, absolument. Alors ça, ce sont tous des défis présentement là, sur lesquels travaille par exemple mon collègue Jean Boulet, ministre du Travail, Danielle Mécan, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, parce que présentement, ce qu'on vise aussi, c'est de requalifier les gens, parce qu'il y a des emplois qui existent aujourd'hui, Lydia, qui n'existeront plus dans 5 ans, dans 10 ans, et il y a une panoplie d'emplois qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister dans 10 ans. Alors, l'importance de la requalification de nos gens pour qu'ils puissent regagner le marché du travail. Et ça, ce sont des dossiers sur lesquels on travaille excessivement fort. Donc, vous parlez surtout de retourner à l'école. C'est quoi, là? C'est quoi exactement? Partie, là? On veut le faire beaucoup en collaboration avec nos entrepreneurs également. On essaie de coordonner travail-études. On va essayer que les gens puissent... Ce que le Cégep fait actuellement. Ce que le Cégep fait également et qu'on va pouvoir faire également au niveau des écoles professionnelles. Alors, on a plusieurs beaux modèles là, qui vont être mis en place. Parce qu'elle est là, la rareté de la main-d'œuvre. Hein? Elle est là, la rareté de la main-d'œuvre, puis elle est là, la solution aussi. C'est de réussir aussi à ramener des gens qui n'étaient plus sur le marché du travail. On a près là, de mémoire là, 250 000 personnes présentement au Québec qui sont ni aux études et ni à l'emploi. Puis ce sont des gens qui sont physiquement et mentalement capables de travailler. Alors, comment peut-on aller rechercher également cette catégorie de gens-là au Québec pour les inciter à revenir et les aider à aller sur le marché du travail? Parlons peut-être pour les parents, les services en garderie. Oui, absolument. Services en garderie, on parle de 462 places qui ont été annoncées pour la région ici d'Arthabasca-l'Érable. Et on parle, c'est 35 000 places qu'on a besoin du côté du Québec. Et c'est un projet là qu'on devrait compléter à l'intérieur des 4 prochaines années. Alors, on est vraiment en mode accéléré là, pour pouvoir fournir une place à tous les enfants au Québec. C'est une de nos priorités. OK. Et une autre priorité, en tout cas en deux... Ça fait longtemps qu'on en entend parler. On a hâte que ça aboutisse. Là. C'est Internet haute vitesse pour tout le monde. Clairement, en région, en tout cas. Clairement, Lydia. Tu sais, dans les années 70, on parlait de l'électricité. Dans les années 2000, c'est naturellement Internet haute vitesse. Et à l'époque que j'étais dans l'opposition, je mettais déjà de la pression sur le gouvernement libéral, mais les montants investis n'étaient pas suffisants. Là, on parle de milliards de dollars d'investis et on a fait l'engagement de brancher chacun des foyers au Québec d'ici octobre 2022. Et je peux te dire que présentement, il y a de la fibre qui se déroule partout au Québec. Et pour être très précis, présentement, il nous reste une problématique, je te dirais à peu près avec 35 000 foyers dans le Grand Nord du Québec. C'est le seul endroit où est-ce qu'on a une certaine problématique. Puis ce qu'on va réussir à faire, on va le faire via des satellites. On va être en mesure de les brancher via des satellites. Alors, l'ensemble des Québécois et Québécoises vont être branchés en octobre 2022. Et aussi, ce qui est important pour la tarification, parce qu'il faut comprendre que pour brancher chacune des résidences, ben c'est pas le même coût pour chacun. Il y en a qu'on peut être à plusieurs distances. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'on ait une tarification qui va être compétitive pour
tous les Québécois et Québécoises pour qu'on ait un tarif qui est raisonnable et respectable pour l'ensemble des Québécois. Et ça, c'était une de nos priorités également. Oui, puis on peut le dire pour Plessisville, bien nos distributeurs, on les connaît, on voit leur panel. C'est ça, Sogetel et Cogeco qui ont eu les contrats ici pour la région, oui. Voilà. Et c'est certain que l'électricité, si on dit brancher, haute vitesse, brancher aussi au niveau de nos véhicules, ça continue de plus belle, ça aussi? L'électrification des transports, absolument. On a eu un bel exemple du côté de Autobus Bourassa à Princeville. Notre objectif, naturellement, est d'augmenter l'électrification de nos autobus scolaires et d'augmenter également là, le nombre de véhicules électriques. Et si tu me permets... donne des chiffres. Pour les véhicules électriques, à partir de 2035, la vente de véhicules à essence va être interdite. Voilà. Donc, on a d'ici 2035. Et présentement, juste pour te donner une idée, en 2021, on a 110 000 voitures électriques. En 2026, on parle de 600 000 voitures électriques. Et en 2030, on parle de 1,5 million de voitures électriques. Fait que ça va être de façon exponentielle, naturellement, là, l'arrivée des voitures électriques. Et ce qu'on est en train de faire avec mon collègue Jonathan Julien, c'est naturellement d'augmenter l'offre du nombre de bornes rechargeables pour les véhicules électriques. Parce que là, il faut naturellement que le nombre de bornes suive avec le nombre de véhicules qu'on va avoir. Oui, surtout quand ça commence dans nos autobus scolaires. Oui. Il ne faut pas juste faire des petites rues de ville. Là, non, absolument. Il faut faire les rangs aussi. Ouais. On vit en région. Et ça va être souvent, on parle de gaz à effet de serre et de l'environnement, mais ça, c'est un virage important que notre gouvernement prend pour l'environnement. Oui, c'est un impact direct. Oui, absolument. Voilà. Éric, il y a des bourses qu'on va remettre aussi parce qu'on s'en va vraiment vers la conclusion aussi. Ben oui, absolument. Tantôt, on parlait de rareté de main-d'œuvre, mais ce qu'on veut, naturellement, c'est de stimuler nos gens à retourner ou d'aller sur les bancs d'école. Alors, du côté collégial au cégep, on parle de 1 500 $ quand même par session. Donc, 9 000 $ pour un programme de 3 ans. Et à l'université, 2 500 $ par session universitaire. Donc, pour 3 ans, on parle de 15 000 $. Puis pour un bac de 4 ans, on parle de 20 000 $ en bourse directement à nos étudiants. En guise de conclusion, j'aimerais ça entendre tes vœux, Éric Lefebvre, comme à chaque année. Hein? Ben oui, merci Lydia. Si tu me permets, je vais m'adresser directement aux citoyens et citoyennes d'Arthabasca-l'Érable. Écoutez, tout d'abord, je veux vous remercier pour l'année 2021 qu'on vient de passer. Ça a été une année qui n'a pas été facile, mais l'esprit de collaboration et de solidarité des citoyens et citoyennes a été tellement important et votre collaboration avec la vaccination, je veux vous en remercier et je veux vous souhaiter pour l'année 2022 qui s'en vient, santé, bonheur et prospérité et prenez du temps pour vous, pour vos amis, pour vos familles au cours de la période des fêtes qui s'en vient et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer. Et il a dit sans porter le masque en plus. Alors, je fais la porte-parole de nos téléspectateurs et aussi de toute l'équipe de la TVC. Joyeuses fêtes à vous, et à toi et à toute ta belle équipe également. Merci beaucoup, Lydia. On se reparle en 2022. Avec grand plaisir. Alors, cela complète l'émission Érable en bref, mais également notre programmation pour la TVC. Alors, nous prenons congé, 3 semaines donc de vacances. On est pas mal chanceux. Alors, on se retrouvera dès le 10 janvier prochain. Alors, bonne semaine et surtout bon visionnement.